Alors maintenant, on passe à la nomenclature. C'est la liste complète des pièces qui constituent un ensemble dessiné. Il est lié au dessin par les repères des pièces 1, 2, 3, etc. La nomenclature est composée de 5 colonnes. Alors on a le repère, le nombre, désignation, matière, observation. Le repère de chaque pièce, le nombre de chaque pièce, le nom des pièces, désignation, la matière de chaque pièce, matière, une observation si nécessaire. Voilà un exemple. C'est un assemblage complet, c'est-à-dire pas de mouvement relatif entre les pièces. Alors on a ici 5 éléments. Alors voilà le repère 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà le nombre de chaque pièce. Voilà la désignation de chaque pièce. Voilà les matières. On a seulement mentionné les deux, E28 et E24. Et on a une seule observation concernant la pièce numéro 4. Alors بالنسبة للنومنكلاتور غادي نحاول اننا نطرقوا لها دابا. C'est la liste complète des pièces qui constituent un ensemble dessiné. Elle est liée au dessin par les repères des pièces 1, 2, 3, etc. La nomenclature comporte 5 colonnes. Alors, la nomenclature accompagne le dessin d'ensemble. Nomenclature accompagne la nomenclature accompagne le dessin d'ensemble. La nomenclature, cette nomenclature est sous forme de tableau. Cette nomenclature est sous forme de tableau. Cette nomenclature est sous forme de tableau. Alors on a pour chaque pièce, on a 5 caractéristiques. Alors on a nomenclature, on a 5 parties. Pour chaque pièce, on la désigne par... alors on a pour chaque pièce, on a 5 composants dans notre tableau. Alors on a nomenclature pour chaque pièce. Alors au début on a le repère. On associe à chaque pièce un numéro ou un nombre. On associe à chaque pièce un nombre. Chaque pièce un nombre ou un numéro. Un nombre. Un nombre ou un chiffre. Un nombre. Alors, le deuxième, c'est le nombre. Le nombre des éléments dans le système. Le nombre de pièces dans le système. Dans le système. Puis on a la désignation, c'est le nom dans notre pièce. Désignation. Nom de la pièce. Puis on a la matière. La matière,
c'est-à-dire la matière avec laquelle notre pièce est formée. La matière avec laquelle la pièce est formée. Avec laquelle la pièce est formée. Alors, et finalement, des observations concernant la pièce. Concernant la pièce. La pièce. Alors, on a, pour chaque élément, on mentionne ces 4 paramètres. Le repère, le nombre, désignation, la matière et observation. Prenons يعني ناخذ هذا l'exemple هذا قلنا c'est un assemblage complet من بعد غادي نطرقوا يعني نفهموا c'est quoi un assemblage complet mais l'essentiel مثلا هو هذا مثلا هذا c'est un dessin d'ensemble حيت فيه بزاف ديال لي بيس وكان عندنا اون بيس وحده كنا غندويو على dessin de définition plusieurs pièces c'est dessin d'ensemble كما كتشوفوا ان chaque pièce associé ليها un nombre ولا un chiffre المهم un chiffre ولا un nombre. Alors, pour Hadi, c'est 1. Hadi, c'est le vis, c'est 2. 3, c'est le bras. Le 4, c'est la rondelle. Le 5, c'est l'écrou. Alors, pour le nombre, comme vous voyez, c'est la pièce 4 est répétée 2 fois. C'est-à-dire معاودة جوج مرات هي لا بيس 4 هنايا وهي لا بيس 4 هنايا. دابا كي كنعرفوا بان هذه هي هذه الا كتشوفوا لا ميم فورم و لي ميم هاد الخطوط هادو كيتسموا لي زاشور لي ميم زاشور هادو لي ميم زاشور يعني هاد لا بيس هادي وهادي سي لا ميم غير معاوده جوج مرات كما كتشوفوا هنايا غنجيو عند لا بيس 4 غنلقاو لو نومبر سي 2 هنا سي لو نون هنا لا ماتيير ما درناهاش وهنا دي زوبسيرفاسيون المهم في الاغلبيه ماشي في الاغلبيه نورمالمون راه خص كاع لي ديسين دونسومبل يكون فيهم النومنكلاتور باش كنعرفوا كل بيس كي سميتها ولو نومبر ديالها يعني on facilite la lecture de notre dessin. Maintenant on passe aux traits. Les traits, plusieurs types de traits sont employés en dessin technique. Chaque type est destiné à un usage bien précis. Un trait est donc caractérisé par la nature, soit continu, soit interrompu, soit mixte. L'épaisseur, soit fort, soit fin. Ci-dessous est présenté un tableau montrant les principaux différents types de traits. On a pour le premier, il a cette forme, désignation, il est continu et fort, épaisseur 0,7 mm, application au usage, arrêt et contour vu, cadre et cartouche. Ici, c'est un trait interrompu fin. Désignation, c'est ça, c'est interrompu fin. L'épaisseur, c'est 0,3 mm. Arrêt et contour caché. Alors, on a celui-ci, c'est un trait mixte fin, d'épaisseur 0,3 mm. L'application au usage pour les axes, plan de symétrie haut de coupe. Éléments primitifs, par exemple engrenage. Alors, le quatrième, c'est un trait continu fin d'épaisseur 0,2 mm, ligne d'attache de repère ou de côte, hachure et filetage. Ici, ce trait-là, sa désignation continue fin ondulée ou zigzaguée, 0, c'est pas, ou en zigzag, c'est la même chose, zigzagué ou en zigzag. Épaisseur c'est 0,2 mm. Application au usage, limite de vue ou de coupe partielle. Alors maintenant, on passe aux traits. Alors on a plusieurs types de traits sont employés en dessin technique. Chaque type est destiné à un usage bien précis. Un trait est donc caractérisé par sa nature et son épaisseur. Alors on a la nature du trait. On a 3 types. Alors on va essayer de نتابع شوية.
غير شوية نجيب واحد هنا باش تكون الأمور مضبوطة. Alors, on a la nature du trait, on a soit il est continu ou interrompu ou mixte. Continu, continu, هكا. Là, interrompu, interrompu, comme ça. La mixte. Mixte, qu'on dirait un trait long, un trait court, un trait long, un trait court, etc. Alors, on a l'épaisseur du trait. L'épaisseur du trait, عندنا هنا راه غلط راه كاين غير جوج. عندنا يا فوق يا fin. Alors هنايا عندنا 5 types. 5 types ديال les traits. Alors عندنا أولهم هو le continu fort. L'usage ديالو les arrêts et contours vus, cadre et cartouche. Alors بالنسبة نشرحوا شنو هو arrêt. arrêt هنايا غنصوب هاد الأ. arrêt c'est intersection entre deux plans. ligne donnée par l'intersection entre deux plans par exemple. Alors par exemple on a comme ça, on a comme ça. Ça c'est un arrêt. Alors on a contour, c'est forme. هي la forme. باش كنقولوا contour caché بحال كنقولوا forme cachée. Contour visible c'est forme visible. Forme. Alors on a dit que le continu fort pour les arrêts et les contours vus et le cadre et le cartouche. Le cartouche on l'a déjà traité. Le deuxième c'est le cas de l'interrompu fin. L'interrompu fin c'est arrêt et contour cachés. Alors les formes qui sont cachées. Alors le mixte fin, fin, c'est pour les axes, plans de symétrie ou de coupe, éléments primitifs. Alors pour les axes, par exemple, on prend ce cas-là. Alors on a pour cette forme creuse, alors il a un axe de révolution. Voilà, si je zoome, alors on a un trait qui est long, un trait court, long, court, etc. Alors pour plan de symétrie, c'est celui-là. Alors on a un plan de symétrie. Alors on met un trait court, un trait long, un trait court, un trait long. Ça c'est le mixte fin. On a aussi pour le plan de coupe. Alors par exemple on veut couper notre pièce selon un plan de coupe. Alors voilà pour avoir la coupe bébé. Alors on a ici un trait qui est mixte. On a un trait court, un trait long, un trait court, un trait long, etc. Alors pour les éléments primitifs en engrenage par exemple, voilà, ça c'est un engrenage, c'est-à-dire deux remontés qui s'engrènent entre eux. Alors ici on a le trait mixte. Alors si je zoome, on a ici un trait long, très court, très long, etc. Alors on a ici continu fin. On l'utilise pour les lignes d'attache de repères ou de côte, les hachures et le filetage. Alors pour les lignes d'attache de côte, d'attache de coupe, lignes d'attache de coupe. Par exemple, si j'ai une pièce comme ça, une pièce par exemple comme ça,
Ça, par exemple, c'est une vue. C'est, par exemple, la vue de face. Et par exemple, je viens ici, je fais comme ça. 30. Alors, entre cet arrêt-là et cet arrêt-là, alors, pardon, on a dit entre cet arrêt-là et cet arrêt-là, on a 30 mm. Alors ça s'appelle les lignes d'attache. Ils sont des... Alors, je vais les régler. Ils sont des lignes continues fin. Alors ça s'appelle les lignes d'attache. Voilà, pour régler bien, on trouve comme ça. Alors, on utilise aussi pour les hachures. Pour les hachures, c'est-à-dire, par exemple, si on coupe une pièce, alors on a des hachures. Par exemple, si on coupe cette pièce, même si c'est pas la peine de la découper, mais juste pour comprendre l'idée, ce sont les hachures, ces formes-là. Alors, pour bien les comprendre, on a déjà ici un exemple, c'est ici. Ici, voilà les hachures. Ce sont ces formes-là. Ce sont des traits continus fins. Alors, et le cinquième, c'est continu fin ondulé ou en zigzag, limite de vue ou de coupe partielle. Ce cas-là, on va le traiter après dans notre cours. Alors maintenant, on s'intéresse juste pour ces quatre. Alors, pour un résumé, on a pour les formes visibles, les formes et les arrêts. Les formes visibles, on utilise un trait fort, un trait continu fort, comme ça. Pour les formes cachées, les formes cachées, on utilise un trait interrompu fin. On utilise un trait comme ça. Un trait interrompu fin. C'est de cette manière. Ou comme ça. C'est juste un exemple. Alors, pour les axes, par exemple, on utilise des traits mixtes fins. C'est un trait mixte fin. Comme ça. Un trait long, un trait court, un trait long, un trait court, un trait long, un trait court. Alors, pour les lignes d'attache, les lignes d'attache de côte et les hachures, on utilise un trait continu fin, comme ça. Alors, pour bien comprendre tout cela, je vais vous donner un exemple pour bien comprendre. Alors, on prend une pièce qui a cette forme-là.
Alors j'espère que le dessin est clair. هادو هنايا غنصاوبوهم. Alors ici on a comme ça, ici. J'espère que le dessin est clair. Par exemple, ici on a l'observateur qui se situe ici. L'observateur voit d'ici. Alors ici on a la vue de face. La vue de face par exemple, qu'est-ce qu'il va voir? Les formes qui sont visibles. Il va voir ça. Suivez le curseur pour comprendre. Il va voir ça. Et ce cercle-là. Il n'y a pas de forme cachée. Mais si l'observateur se situe ici, alors l'observateur est ici. Qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir, suivez le curseur, voilà ce rectangle-là, le rectangle-là. Alors, on travaille par la norme européenne, alors la vue de gauche, on va la représenter à droite de la vue de face. Alors, il va voir ce rectangle. Voilà ce rectangle. Mais il y a des formes cachées qu'il ne peut pas voir. Voilà, comme cette rainure-là et ce cylindre creux-là. Alors, les formes cachées, même si on ne les voit pas, on les représente. Mais maintenant, avec des traits fins. Par exemple, ici, on a cette forme cachée. On va représenter ici un trait fin interrompu. C'est-à-dire, il y a cette ligne-là, qu'on ne peut pas voir, qui est cachée. On a aussi le cylindre. On ne peut pas le voir. On va le représenter de cette manière. Interrompu. Car il est caché. En plus, on va ajouter l'axe de révolution. Même s'il n'est pas représenté, il faut le mentionner. Un trait fort. Un trait long, court. Long, court. Long, court. Long, court. Etc. Je sais que ce dessin n'est pas parfait, mais il faut juste comprendre l'idée. Alors, et maintenant, si on a l'utilisateur qui est ici, l'observateur au-dessus, alors la représentation, ça se fait au-dessous. Alors, on a dit que les choses sont inversées pour la norme européenne. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Alors, on va voir ces trois rectangles. Voilà le premier rectangle, le deuxième rectangle et le troisième rectangle. Voilà, qu'est-ce qu'il va voir. Mais il y a une forme cachée. C'est le cylindre qui est caché, mais on ne peut pas le voir. Alors c'est pour cela qu'on va utiliser des traits fins, des traits interrompus. Voilà, comme ça. Et au milieu, on a l'axe de révolution. On a des traits longs, très courts, très longs, très courts, très longs, très courts. Et voilà. Alors, j'espère que vous avez compris l'idée. Alors, on a dit que pour les formes visibles, on utilise des traits continus forts. Pour les formes cachées, des traits interrompus fins. Pour les axes, on utilise des traits mixtes. Et ici, si je veux mentionner les traits continus fins, par exemple, comme ça. Ici, par exemple, 35. Ça, ce sont les lignes d'attache de côte. Ce sont des lignes qui sont continues et fins. Alors, je vais régler ça. C'est comme ça. Alors, pour les lignes d'attache de côte, et aussi on utilise les lignes continues fins pour les hachures. Les hachures sont déjà traitées. Et pour le cinquième cas, pour les lignes ondulées ou zigzagées, on va les voir dans une partie du cours. Maintenant, on passe au matériel et équipement usuel manuel. Le dessin industriel manuel à main levée ou aux instruments est facile à mettre en œuvre et nécessite peu d'équipement. Cependant, il exige un minimum de dextérité et de soin. C'est un outil nécessaire aux techniciens et à l'ingénieur car dans certaines circonstances et suivant les applications,
il n'est pas toujours possible ni même avantageux d'utiliser un ordinateur graphique. De plus, il fournit un savoir-faire supplémentaire, augmentant les possibilités et la qualification des individus. Instrument typique pour le dessin technique. Alors on a équerre à 45, équerre à 60 et 30 degrés, grand compas avec rallonge, règle graduée à échelle multiple. Alors tous ces éléments servent au dessin technique, c'est-à-dire c'est du matériel pour dessiner avec la main. Alors voilà les équipements avec le nombre associé à chaque équipement. Maintenant, on passe à l'explication. On a le dessin industriel manuel à main levée ou aux instruments. Est facile à mettre en œuvre et nécessite peu d'équipement. Cependant, il exige un minimum de dextérité et de soin. Alors, on a le dessin industriel à main, le dessin industriel à main, dessin industriel manuel, pardon. Manuel. Alors on a à main levée, c'est le cas de croquis. On a aussi le dessin industriel manuel aux instruments. Alors pour gagner un peu de temps, minute. Voilà. Dessin industriel manuel aux instruments. On a comme le dessin de définition et dessin d'ensemble. Dessin de définition. Alors on a dit qu'il est facile à mettre en œuvre et nécessite peu d'équipement. Cependant, il exige un minimum de soins et de dextérité. Alors le dessin industriel manuel nécessite du soin. Alors ici, c'est un outil nécessaire aux techniciens et à l'ingénieur car dans certaines circonstances et suivant les applications, il n'est pas toujours possible ni même avantageux d'utiliser un ordinateur graphique, c'est-à-dire des logiciels comme les logiciels que j'ai déjà évoqués comme CATIA V5, SolidWorks, AutoCAD. Alors, il y a des cas où on doit recourir au dessin industriel manuel. De plus, il fournit un savoir-faire supplémentaire augmentant les possibilités et la qualification des individus. Alors, on a le dessin industriel, le dessin industriel manuel. Est une solution à laquelle on doit recourir dans plusieurs cas. Solution à laquelle on doit recourir dans plusieurs cas. Doit recourir dans plusieurs cas.
Dans plusieurs cas. Alors, on a maintenant des instruments typiques pour le dessin technique. On a le 1C équerre à 45, c'est le voilà. Le deuxième c'est équerre à 60 ou à 30, c'est celui-ci, car on a un angle de 60 et l'autre de 30. Le 3 c'est le grand compas avec rallonge, c'est voilà le compas et voilà le rallonge. Lors du montage, son montage c'est comme cela. Alors, il nous aide à tracer des cercles de diamètre, des grands diamètres, des cercles à des grands diamètres. Alors, on a une règle graduée, la voilà, c'est 4. Règle graduée à échelle multiple, la voilà. On a T, c'est un instrument qui nous aide à tracer des lignes. Trace cercle, voilà la trace cercle. Elle comporte plusieurs cercles à diamètre différent. Alors, on a trace courbe. La trace courbe, c'est c'est comme le cas de la trace cercle, mais il nous aide à tracer des courbes. Le 9 aussi, c'est trace lettres, c'est celle-là. Et il nous aide à tracer des lettres et parfois aussi des chiffres. Alors, on a 10, c'est le grattoir. حنا كنعيطوا له الكوتو راهي هنا مكتوبه. هو هذا هو لو نيميرو 10. عندنا لو 11 سي لو سيزو. عندنا لو 12 سي بلوم ا اونكر كاليبري فوالا لونكر هو المداد. لي بلوم هما هادو لو نيميرو 12. لو 13 ادابتاتور بلوم سور كومبا كيكون كيتعلق بهاد لي بلوم ما كاينش هنايا. بالنسبه هنا راه غير ما كنتش شفت هاد التراسكورب راه كاينه ماشي ما كايناش. هي التراسكورب هي هذه نو زيد تراسي دي كورب هي هذه. الوغ اون ا ادابتاتور بلوم سور كومبا قلنا ما كايناش. 14 سي كرايون et 15 c'est porte-mine. Voilà le crayon et voilà le porte-mine. Ça ce sont des propriétés ديال دوك les mines. هذا مثلا هذا قلم الرصاص وهذا بورتمين، يعني بحال داك الرصاص انت اللي كتبقى تعمرو. عنده واحد السيستم كتبقى تعمرو اون فوا كيتكال داك الرصاص كتعاود تعمرو من جديد. Alors maintenant on passe à un exemple d'utilisation, tracer des droites parallèles. Alors ici on a tracé des droites parallèles horizontales, on utilise une T. Alors on la déplace de cette manière pour tracer des droites parallèles. Ça c'est une table, ça c'est la feuille, alors ça c'est la T. Alors trace de droite parallèle verticale. Pour les droites parallèles verticales, on a besoin d'une équerre, laquelle une équerre qui se déplace de cette manière-là, c'est-à-dire sur cette ligne pour tracer des droites parallèles verticales. Alors on a aussi tracé deux lignes parallèles quelconques. On a la première variante et la deuxième variante. Ici, pour tracer ces lignes parallèles, on déplace la T et l'équerre, les tout ensemble. C'est-à-dire lorsque on les déplace de la même manière pour tracer des lignes parallèles. Mais pour la variante numéro 2, la règle est fixe pendant le tracé, mais l'équerre est mobile. Alors maintenant on passe aux perspectives. Naturellement, les feuilles sont des supports de dessin à deux dimensions, une largeur et une hauteur. Alors pour faire un dessin 3D sur un support 2D, on utilise des techniques géométriques de projection, à savoir les perspectives cavalières isométriques qui permettent de voir rapidement l'aspect tridimensionnel d'un objet, mais déforment l'objet et induisent des illusions optiques. Les projections orthogonales qui permettent, grâce aux différentes vues 2D d'un objet, sa conception et sa fabrication, tout en pouvant aussi appréhender son aspect tridimensionnel. Alors, maintenant on explique ce paragraphe concernant les perspectives. Naturellement, les feuilles sont des supports de dessin à deux dimensions.
حيت هما 2D, deux dimensions, une hauteur et une largeur. Oui, voilà, une largeur et une hauteur. Alors, pour faire un dessin, هنا ماشي faire, normalement خصنا نصاوبوها, c'est pour représenter un dessin 3D sur un support 2D. On utilise les techniques géométriques de projection, à savoir, عندنا أول pour présenter un objet 3D sur un support 2D. Support 2D هو la feuille. Support 2D اللي هو feuille. On utilise pour présenter un objet 3D sur un support. هنا خصني نخلي الفراغ يعني l'espace. Pour représenter un objet sur un support 2D اللي هو feuille, on recourt على هنايا كنديرو مثلا les perspectives cavalières isométriques. هاد les perspectives cavalières isométriques غادي نشوفهم tout de suite غنفهمهم مزيان. cavalière et isométrique. هادو ils permettent de voir rapidement l'aspect tridimensionnel d'un objet, mais déforment l'objet et induisent des illusions optiques. Alors, les perspectives cavalières et isométriques permettent de montrer l'aspect tridimensionnel, permet de dessiner notre objet sous forme de 3D. Mais toujours, on est sur une feuille de 2D. Sous forme 3D sur la feuille. Mais on peut avoir des illusions optiques. Illusions optiques. غادي نفهموا دابا هاد les illusions optiques اش كيقصدوا بها. Des illusions optiques. Les illusions optiques, par exemple, يقد مثلا حنايا مثلا لوبجي ديالنا في لا رياليتي مثلا واحد لا فورم مثلا فيها ان سيركل، ولكن فاش غنجيو نغوبريزونطيوها في مثلا اون بيرسبكتيف مثلا اون بيرسبكتيف ناخذوا كافاليير، اون بيرسبكتيف كافاليير ما تبقاش تبان لنا سيركل، غتولي تبان لنا اليبس. لو سيركل ناخذوا اكزومبل. Le cercle paraît comme une ellipse en perspective cavalière. En perspective cavalière. Alors, on a la deuxième, on représenter des objets 3D sur un support 2D. On a les projections orthogonales ou là, dessin de définition. Dessin de définition. هو كيمكننا اننا مثلا نريبريزونطيو un objet 3D sur un support 2D. Mais dès que la représentation se fait en 2D, la représentation en elle-même est 2D. La représentation en elle-même est 2D. Et 2D. هاد الديسان ديفينيسيون بعد غادي نتعمقوا فيه وغنبقاو نديروا مثلا دي بيس وغنبقاو نحاولوا اننا
نديرو دوك لي تري باش نحصلوا على مثلا فاش غيجي لوبسيرفاتور يشوف من اون فاس، خص نجيبو داكشي كلشي هو هذاك دوك لي تري كاشي، لي تري انتررومبي، لا لي فورم كاشي، لي فورم كاشي يعني نبينوهم باغ دي تري، باغ دي تري انتررومبي. يعني مثلا كيعطيونا واحد الجانب من لوبجي وحنا كنكملوا الديسان ديالنا. المهم هادشي كامل غادي نطرقوا له فيما بعد. اون elle-même est 2D avec المهم زعما هادشي لا ريبريزونطاسيون اون elle-même est 2D كان اون ريكور، يعني هادشي كيتم باغ لي في. عندنا قلنا في فاس، في دو غوش، في دروات، في دوسي، في ديسو، وعلى حساب لوبجي ديالنا باش غنخدمو. On a sa conception et sa fabrication tout en pouvant aussi appréhender son aspect tridimensionnel. عندنا مثلا دوك لي فابريكون اللي كي ont une expérience، il suffit انك تعطي له لو ديسان دو ديفينيسيون. مثلا ناخذ مثال، مثلا تعطي له مثلا شي واحد لا بييس دايره بحال هكا، مثلا تعطي له واحد لا بييس اللي دايره بحال هكا. من هنا مثلا لا فيد دروات، لا فيد غوش هذه ادروات، يعني نورمال خص تكون لا فيد هذه ادروات، ستادير لا فيد غوش غدير لها بحال هكا. وهنا هذا غير مثال، تشوف من فوق غتلقاها دايره بحال هكا. مثلا ان فابريكون اللي عطيتي له هاد الديسان، هاد الديسان دو ديفينيسيون، هو غير من ديك ليكسبيريونس ديالو و داكشي اللي عارف، هو كيقدر يعرف لاسبي تري ديمونسيونيل ديال، يعني هو في المخيل ديالو كيعرف هاد لوبجي كي داير. هذا مجرد مثال. هذا صراحة سهل اننا نعرفوا مثلا كي داير. هو غيكون داير بحال هذا الشكل هكا هكا، هادي هكا، هادي هكا، كون على هذا الشكل هكا، غيكون على هذا الشكل. ممكن نتمنى ان هذا الشيء يكون واضح. وهذا شكل بسيط، ولكن كاين ديكا اللي غيكونوا معقدين، يعني ضروري يعني واخا يكون الشكل معقد، لكن الانسان عنده ليكسبيريونس. مثلا دوك لي فابريكون كتكون عندهم اون غروند اكسبيريونس في هذا المجال ديال الديسان اندستريال، يعني اون فوا كيشوف لو ديسان ديفينيسيون كيعرف لاسبي تري ديمونسيونيل. الوغ هادو غنمحيهم باش نقدروا نكتبوا. نديرو مثلا par exemple مثلا نديرو pour les fabricants mécaniques le dessin de définition tout seul permet de connaître l'aspect tridimensionnel de notre objet. Le dessin définition tout seul, de définition tout seul nous permet de connaître l'aspect tridimensionnel, l'aspect tridimensionnel de notre objet. اذا قلنا اننا باش نريبريزونطيو ان اوبجي 3 دي سور ان سيبور 2 دي اللي هو لا فوي اللي نقدروا نخدموا ب A4 A3 A2 على حساب يعني السيتوياسيون. عندنا دو يعني جوج ديال لي فوا، هي كندوزو مثلا باغ لي بيرسبكتيف كافاليير ايزومتريك اللي قلنا غادي نطرقوا لهم دابا وغنفهموهم. يعني هما بحال كنريبريزونطيو لوبجي اون 3 دي سور لو سيبور 2 دي، ولكن اما بالنسبه للديسان ديفينيسيون ما كنبقاوش نبينوه على هيئه 3 دي، هو اصلا كنريبريزونطيوه سو فورم دو 2 دي.
ومثلا كي نديرو نعرفوا لا فورم يعني لاسبي تري ديمونسيونيل خصنا نكونوا عارفين لي ريغل دو ديسان اون فوا نعرفوا لي ريغل دو ديسان وشويه ديال ليكسبيريونس غادي نعرفوا لاسبي تري ديمونسيونيل ديال نوتر اوبجي. Alors maintenant on passe à la perspective cavalière. La perspective cavalière est une projection oblique parallèle à une direction donnée sur un plan parallèle à la face principale de l'objet à représenter. Elle est caractérisée par ce qui suit. La face principale se projette en vraie grandeur. Les arrêts perpendiculaires au plan de projection se projettent suivant des droites obliques parallèles appelées fuyantes et dont les dimensions sont obtenues en multipliant les longueurs réelles par un même coefficient de réduction k. L'inclinaison des fuyantes angle de fuite A et le coefficient de réduction sont normalisés. On a A est égal à 45 degrés et K est égal à 0,5. Exemple de la pince pneumatique du bras Schrader qu'on a vu au début. Alors ici on a, voilà la perspective cavalière. Alors ici on a, pour la vue de face, on la représente en vraie grandeur pour les droites qui sont perpendiculaires à cette face. On multiplie leur dimension dans un coefficient K qui est 0,5. Ici on a l'angle d'inclinaison, c'est égal à 45 degrés. Alors on a dit pour les axes X, Y, Z, dimension en vraie grandeur ou à l'échelle du dessin. Alors on ne change pas les dimensions de la vue de face. Mais pour Y, dimension multipliée par K qui est 0,5. Voilà les arêtes. On a dit que arrêt c'est la ligne obtenue par l'intersection de deux surfaces. Voilà la première surface et voilà la deuxième surface. Ici on a la surface frontale, c'est ça, et la fouillante, qui sont perpendiculaires à la face principale. Alors on explique la partie de la perspective cavalière. On a la perspective cavalière est une projection oblique. Alors on a projection oblique. Le sens de projection et c'est-à-dire l'angle entre alors l'angle ici je vais supprimer pour l'angle entre le sens de projection et le plan de projection l'angle entre le sens de projection et le plan de projection est différent de pi demi. Car si on a l'angle entre le sens de projection et le plan de projection est pi demi, on parle de projection orthogonale. Mais nous maintenant on parle de projection oblique. Alors l'angle entre le sens de projection et le plan de projection est différent de pi demi. Alors j'explique. Voilà le sens de projection et voilà le plan. Si vous voyez que l'angle entre le sens et le plan est différent de pi demi. C'est pour ça qu'on a une projection oblique. On a dit aussi, ici, la projection cavalière est une projection oblique. Mais si on a le sens de projection est perpendiculaire au plan de projection, on parle de projection orthogonale. Alors je termine. Une projection oblique parallèle à une direction donnée. Voilà notre direction, c'est ça, la direction donnée. Sur un plan parallèle à la face principale. Voilà la face principale et voilà le plan. Le plan est parallèle à la face principale de l'objet à représenter. Il est caractérisé par ce qui suit. La face principale se projette en vraie grandeur. Alors, c'est à mémoriser. Toujours
La face principale se projette en vraie grandeur. Est projetée en vraie grandeur. Projetée en vraie grandeur. En vraie grandeur. Alors on a dit les arêtes perpendiculaires au plan de projection se projettent suivant des droites obliques parallèles appelées fouillantes, dont les dimensions sont obtenues en multipliant les longueurs réelles par un même coefficient de réduction k. Alors voilà la face principale. Alors les arêtes qui sont perpendiculaires à la face principale, ce sont voilà un arrêt, ici un arrêt. On a ici 4 arrêts. Un, 2, ici un arrêt qui n'est pas visible, qui est caché, et le quatrième. Alors les arrêts qui sont perpendiculaires, alors j'écris les arêtes qui sont perpendiculaires à la face principale s'appellent fouillantes. À la face principale s'appelle fouillante. Fouillante. Et donc, les dimensions sont obtenues en multipliant les longueurs réelles par un même coefficient. Alors, ces fouillantes qui ont une longueur réduite. Alors, on a les fouillantes ont des dimensions réduites. Alors, quand on les représente, sont réduits. Alors, les fouillantes en perspective cavalière, euh, les fouillantes en perspective cavalière sont réduits. Alors, entre parenthèses, un rapport de K égale à 0,5. Alors, les fouillantes, par exemple, si on a en réalité, on a cette arête-là a pour dimension 50 mm. Quand on va la représenter, on va représenter 25 mm. C'est toujours le 1,5. Alors, l'inclinaison des fouillantes et le coefficient de réduction sont normalisés. A est égal à 45 degrés et K est égal à 0,5. Alors, toujours K, c'est le rapport de réduction, c'est 0,5 et A est égal à 45 degrés. Le A, par exemple, si on veut dessiner, par exemple, comme ça, par exemple, seulement un cube, mais en perspective cavalière. Alors, toujours ce angle-là, c'est A, égal à 45 degrés. Alors, ce A, c'est le même ici, c'est A. Ici aussi, c'est A. Ici, c'est A. Alors, toujours, l'inclinaison des fouillantes se fait par un angle A qui est égal à 45 degrés. Alors ici, on a l'exemple du doigt de la pince pneumatique du bras Schrader. Donc, vous voyez là, la face principale est représentée en vraie grandeur, mais pour les fouillantes sont réduites de 1,5. Alors maintenant, on passe à la perspective isométrique. C'est une projection de l'objet sur un plan non parallèle à une face principale de l'objet. C'est donc une projection orthogonale de la pièce sur un plan oblique par rapport aux faces principales de la pièce. Cette perspective donne une bonne vision spatiale de l'objet. En revanche,
aucune dimension n'est représentée en vraie grandeur. Elle est caractérisée par ce qui suit. Les arrêts verticales restent verticales. Tous les fouillantes sont inclinés de 30 degrés par rapport à l'horizontale. Les trois angles de fuite sont identiques, 120 degrés. Les valeurs des dimensions x, y et z sont égales et réduites dans le rapport k égale à 0,82. On a ici, voilà la perspective isométrique, comme vous voyez. Ici, on a 30 degrés. Ici, ça s'appelle des fouillantes. Voilà le cercle. On a dit que les perspectives conduisent à des illusions optiques. Alors, en réalité, ça, c'est un cercle, mais quand on le représente en perspective, par exemple, isométrique, il devient une ellipse. Alors, on a le diamètre du cercle en vraie grandeur, c'est A1, 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 A2. Et pour B1, B2, diamètre du cercle multiplié par 0,58. Ça, ce sont des règles de dessin de perspective isométrique. Et pour les dimensions x, y et z, on multiplie les dimensions par le coefficient k, le coefficient de réduction qui est 0,82. Maintenant, on continue l'explication de la perspective cavalière. On a dit que c'est une projection de l'objet sur un plan non parallèle à une face principale de l'objet. Alors, quand vous voyez que la projection de l'objet c'est une projection de l'objet sur un plan non parallèle à une face principale de l'objet. Voilà, prenons A, B, C de la face principale de l'objet. Alors le plan de projection n'est pas parallèle à cette face. C'est donc une projection orthogonale de la pièce sur un plan oblique par rapport aux faces principales de la pièce. Alors ça, le plan de projection est un plan oblique par rapport aux faces principales de l'objet. Mais donc c'est une projection orthogonale de la pièce. On a dit que ici on a perspective cavalière, perspective isométrique, pardon, isométrique, une perspective isométrique est une projection orthogonale. Projection orthogonale. Car l'angle entre le sens de projection, je vais détailler, car l'angle entre le sens de projection et le plan de projection est π demi. Non. De projection et π demi. Alors, cette perspective donne une bonne vision spatiale de l'objet. En revanche, aucune dimension n'est représentée en vraie grandeur. Il est caractérisé par ce qui suit. Les arrêts verticales restent verticales. Alors, les arrêts verticales restent verticales. Les arrêts verticales restent verticales. Alors, toujours les fouillantes sont inclinées de 30 degrés par rapport à l'horizontale. Alors, comme vous voyez, on a ici, ça c'est une fouillante, ça c'est une fouillante, ça c'est une fouillante, ça c'est une fouillante. Alors, tous les arrêts qui sont inclinés de 30 degrés par rapport à l'horizontale sont des fouillantes. Alors, toujours on a ici l'inclinaison des fouillantes par rapport à l'horizontale est de 30 degrés. Alors, l'inclinaison
l'inclinaison défouillante par rapport à l'horizontale est de 30 degrés. Alors on a les trois angles de fuite sont identiques. Alors voilà les angles de fuite. Alors on a alpha, c'est 120 plus 120 plus 120, c'est 360. Alors on va essayer de la manifester ici. Ici on a voilà l'horizontale. On a ici voilà, on a les trois angles de fuite sont identiques. Alors ici on a, c'est un angle droit, plus ça c'est 30, alors ici on a 120. Alors ici on a, ça c'est l'horizontale, alors ça c'est 90, ça c'est 30, alors ici on a 120, c'est ça 120, ça 120. Ici on a, d'ici jusqu'à ici, on a 180, mais moins 30, moins 30, de 30. On a ici moins cette 30 là et cette 30 là, c'est-à-dire 120 aussi. C'est pour cela on a ici aussi 120. C'est la même chose qu'on a ici, 120 plus 120 plus 120. Les valeurs de dimension x, y, z sont égales et réduites dans le rapport k est égal à 0,8. Les dimensions selon x, y et z sont réduites de 0,82. De k égale à 0,82. Alors voici, on a un exemple du doigt de la pince pneumatique Schrader. Voilà, on a les arcs verticales restent verticales. On a multiplié chaque dimension dans 0,82. Ici, pour expliquer un petit détail. Ici, on a dit selon les règles de la perspective isométrique. On a AA reste en vraie grandeur et pour A1, 2, A1 et A1, A2 reste en vraie grandeur. Mais pour B1, B2, c'est le diamètre du cercle multiplié par 0,58. Ce sont des règles de la perspective isométrique.